L'ordre mondial est en pleine mutation et cela induit pour l'Afrique de montrer qu'elle existe en tant qu'un acteur qui compte parce que longtemps, l'Afrique a été considérée comme un angle mort du système international. Delidi Éric Degila est un professeur en relations internationales à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Spécialiste des questions de paix, de sécurité et de diplomatie en Afrique, ancien président du Global South Caucus de l'ISA, il est également conseiller auprès de l'ONU et de l'Union africaine. Il a enseigné dans plusieurs universités à travers le monde, dont au Japon, au Mexique et au Maroc. Ses recherches portent sur la gouvernance mondiale, les migrations et les petits États. Avoir la possibilité d'influencer la fabrique d'une gouvernance mondiale suppose d'être un acteur légitime qui offre sa vision sur les grands enjeux qui se discutent. Bonjour professeur Degila, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un honneur de vous recevoir. Dans cet épisode spécial du podcast Notre Afrique, la voix de la diplomatie panafricaine, dans le cadre de la 3e conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine à Lomé. Bonjour professeur. Bonjour madame, merci de m'accueillir dans votre émission. Ça nous fait très plaisir et c'est un honneur. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je m'appelle Delidi Éric Degila. Je suis professeur de pratique de relations internationales à l'Institut de haute études internationales et du développement à Genève. Nous sommes une institution académique qui offre des formations post-grade, des masters, des doctorats et des post-doctorats en relations internationales et qui constitue un environnement de recherche privilégié sur les grands enjeux des relations internationales aujourd'hui. Ça tombe bien, aujourd'hui nous allons parler de la 3e conférence de la PA, mais surtout du thème qui est l'Afrique dans un monde en mutation, enjeu de repositionnement stratégique et diplomatique. Vous avez donné votre avis sur beaucoup de sujets à la conférence et donc la première question c'est sur le repositionnement stratégique. C'est souvent évoqué. Que signifie-t-il concrètement dans le contexte africain actuel? Écoutez, je voudrais peut-être inviter à un décentrement théorique. La notion de repositionnement induit que précédemment l'acteur en question était dans un statut. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de repositionnement stratégique de l'Afrique, on rend compte de la place que le continent africain essaie de jouer différemment sur l'échiquier mondial. Et je vois cela davantage autour de la capacité pour les acteurs africains d'influencer l'agenda et la fabrique de la gouvernance globale. De ce point de vue, je voudrais distinguer les efforts que certains États, en leur capacité propre, déploient pour compter, pour offrir une perspective particulière sur les grands enjeux et d'autre part les efforts fournis par l'organisation continentale, l'Union africaine et les autres organisations, les autres ensembles sous-régionaux pour offrir une certaine perspective de l'Afrique, de leurs membres, sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui à l'échelle globale. Professeur, quels sont selon vous les grands enjeux ou les grands changements géopolitiques récents qui obligent le continent à redéfinir sa place dans les rapports internationaux? Je vous remercie pour cette question très importante qui me permet peut-être de rappeler que longtemps, l'Afrique a été considérée comme un angle mort du système international. Et de ce point de vue, c'est un continent qui a été toujours vu comme une région qui reçoit ce que les grands acteurs des pays du Nord proposent dans la conduite des affaires mondiales. Cette posture a beaucoup évolué ces dernières années parce que précisément l'ordre mondial est en pleine mutation et cela induit pour l'Afrique de montrer qu'elle existe en tant qu'un acteur qui compte
Et ce qu'on peut souligner aujourd'hui, c'est ce glissement progressif d'un système jusqu'alors unipolaire vers un système beaucoup plus ouvert que mon collègue Amitav Acharya qualifie de multiplex world order, c'est-à-dire un contexte où on est en présence de plusieurs espaces, plusieurs régions qui mutualisent leurs ressources pour exister en tant que telles. Dans ce contexte, l'Afrique et les pays africains essayent de continuer au fond ce qui a été semé en 1963 et bien avant, mais de manière institutionnelle en 1963 à Addis Abeba en créant l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui deviendra plus tard Union africaine, avec cette idée que la pierre angulaire de l'engagement du continent est autour de la solidarité. Et plus que jamais, les nouvelles mutations à l'échelle mondiale engagent l'Afrique à jouer cette carte de la solidarité. C'est un peu, au fond, l'idée que chaque État africain apporte avec ses pairs sa contribution pour faire rayonner la position et la perspective du continent sur les grands sujets et les grands enjeux aujourd'hui sur la scène internationale. Donc, en parlant de solidarité ou d'unité pour faire rayonner l'Afrique sur la scène internationale, il y a un terme qui revient beaucoup, c'est l'autonomie stratégique. À quel domaine cette autonomie doit-elle s'appliquer en priorité pour le continent, pour pouvoir faire rayonner l'Afrique sur la scène internationale? Oui, pendant notre journée de réflexion, et je voudrais saisir l'occasion pour remercier mon ami et collègue professeur Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères du Togo, pour son aimable invitation. Nous avons beaucoup parlé de l'autonomie stratégique, mais je crois qu'il est important de clarifier à quoi on devrait apporter un positionnement nouveau. Et je voudrais engager avec vous peut-être une réflexion sur les véritables enjeux sécuritaires aujourd'hui sur le continent. Dans d'autres régions, la notion d'autonomie stratégique est mobilisée par rapport à des défis sécuritaires de type statocentrique, c'est-à-dire autour des interactions entre des États et des blocs d'États. Dans le contexte africain, il me semble que aujourd'hui, les vrais défis sécuritaires sont à l'échelle infra-étatique et transnationale. Vous savez que le continent, dans la région où nous sommes, par exemple en Afrique de l'Ouest, connaît beaucoup de problèmes sécuritaires de type asymétrique et hybride. On parle beaucoup de terrorisme, on parle d'extrémisme violent, qui sont des enjeux sécuritaires qui donnent à voir la remise en cause du recours légitime à la violence par des acteurs non étatiques. Donc, il me semble que parler d'autonomie stratégique aujourd'hui reviendrait à regarder comment les pays africains mutualisent leurs efforts et leurs ressources pour adresser ces défis sécuritaires qui sont plutôt de type hybride et asymétrique, comme je l'ai indiqué. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas le besoin de réfléchir à des alliances régionales militaires de défense pour se positionner sur un échiquier mondial qui devient un peu structuré par le retour de la force. Vous savez, pendant plusieurs décennies après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a connu une période où la force, le recours à la force n'était plus vraiment la pierre angulaire des interactions. Aujourd'hui, on voit avec ce qui se passe entre les États-Unis et l'Europe, par exemple, que la force et donc la capacité stratégique de pouvoir se défendre
devient ou redevient un aspect important. Mais pour l'Afrique, s'il faut réfléchir à cette projection et essayer d'identifier les voies et moyens pour le continent de se doter aussi d'une architecture militaire de défense efficace, il me semble qu'il faut d'abord placer le curseur à l'échelle des États et des sous-systèmes pour adresser les vrais défis auxquels le continent fait face, c'est-à-dire au fond des menaces sécuritaires infra-étatiques et transnationaux. De ce point de vue, donc, je crois que des initiatives ou des arrangements de type de sécurité coopérative sont à encourager. Autrement dit, que les États à des échelles sous-régionales se mettent ensemble pour partager l'information, pour partager les compétences, les savoirs et trouver des solutions efficaces aux menaces terroristes, à ces menaces hybrides qui nous font repenser complètement la notion de sécurité et la manière dont il faut y apporter des solutions efficaces. Intéressant, vous en avez parlé. On parle des menaces hybrides, des conflits régionaux, mais quelles sont les conditions indispensables pour bâtir une véritable doctrine de défense africaine? Vous savez, je suis un peu réservé par rapport à des logiques de penser qu'il nous faut une doctrine militaire. Bien sûr, encore une fois, le système international est articulé de plus en plus autour du recours à la force, mais je crois que pour notre continent, parce que nous sommes dans une autre temporalité, nous faisons face à d'autres types de menaces, la priorité, c'est de consolider la stabilité dans nos États en regardant ce qui aujourd'hui constitue une menace à cette stabilité, c'est-à-dire donc des défis sécuritaires hybrides, je l'ai mentionné. Alors, les solutions qui doivent être réfléchies, conçues ensemble, doivent être davantage pour répondre à ces menaces. Bien sûr, les grandes réflexions régionales pour mettre en place une sorte de doctrine stratégique ont leur sens, mais je crois qu'il faut régler les problèmes étape par étape. Et l'urgence, c'est adresser les défis terroristes, un terrorisme qui se transnationalise, si je peux employer ce néologisme, puisqu'on voit des acteurs non étatiques circuler de part et d'autre des frontières pour semer la terreur et remettre en cause ce monopole légitime qui est a priori l'apanage exclusif de l'État moderne africain. Oui. Et donc, lorsqu'on prend ces configurations, ces instabilités un peu en Afrique, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que les Africains puissent construire des alliances solides entre États africains? Et quand on parle d'alliance, est-ce que déjà politiquement, institutionnellement, l'Afrique est prête pour ça? Votre question est intéressante parce qu'elle m'amène à réfléchir sur la formation de l'État moderne africain. Vous savez que les États sont des entités politiques qui sont très jalouses de leur souveraineté. Mais il faut aussi garder à l'esprit que les États modernes africains sont des entités politiques relativement jeunes. Et il y a bien souvent cette tentation de rester très attaché à ses attributs régaliens, donc de vouloir jouer la carte nationale. Mais je crois que sur des enjeux précis, la coopération doit être de mise, la coopération sous-régionale d'abord, trouver des espaces pour collaborer, partager, mutualiser les savoirs, les compétences, de sorte à adresser les enjeux, parce que c'est de cette manière que tous les États membres d'un sous-système peuvent tirer meilleur profit des uns des autres pour apporter des solutions efficaces. Donc, oui, d'une part, les États modernes africains veulent toujours garder
leurs attributs en tant qu'État indépendant, mais d'autre part, il me semble important qu'ils trouvent des espaces pour collaborer ensemble, pour partager leurs compétences, leurs expériences. Et vous savez par exemple que sur la question du terrorisme, l'information est cruciale. Donc, trouver des mécanismes de partage d'informations de part et d'autre de frontières pour avoir une longueur d'avance sur ces acteurs non étatiques qui utilisent désormais non seulement des stratégies, des matériels très sophistiqués et qui peuvent avoir rapidement une longueur d'avance. Donc oui, en parlant d'alliances, il y a plusieurs alliances aussi, je pense, qui se créent avec l'élargissement des BRICS à des pays africains. Hier, à la conférence, à la 3e conférence, je pense que le sujet des BRICS est revenu largement. Avec l'élargissement des BRICS à des pays africains comme l'Égypte et l'Éthiopie, comment vous évaluez, professeur, l'impact de cette alliance sur la position stratégique de l'Afrique? Est-ce que c'est bénéfique pour l'Afrique? Alors, cela m'amène à redire ce que je viens de mentionner. Vous avez aujourd'hui des pays africains qui, à titre personnel, ont l'ambition de faire partie d'ensembles comme le G20, comme le BRICS. Mais il me semble que ce qui compte, c'est ce que chacun de ces pays a apporté dans ces espaces, de la même manière que il faut garder à l'esprit que ces pays intègrent ces ensembles pour faire valoir leurs vues, leurs intérêts et j'espère aussi les intérêts du continent. Mais je crois que au-delà de devenir membre de ces ensembles, il y a véritablement le besoin d'une efficacité, le besoin d'une présence effective où on contribue de manière substantielle à faire avancer les sujets qui occupent aujourd'hui le système international, à faire avancer et à promouvoir un monde plus pacifié, un monde où, au fond, on crée les conditions pour que nos populations respectives vivent dans la paix et s'épanouissent. Donc, pour répondre concrètement à votre question, l'adhésion de certains pays africains, c'est très bien. Ça envoie le signal que l'Afrique et les États africains, les African Agents, ces acteurs-là qui représentent l'Afrique, sont de plus en plus reconnus comme étant des acteurs qui ont quelque chose à apporter. Mais je voudrais juste qu'on reste attentif à ne pas tomber dans des logiques de figuration où on veut juste donner l'impression qu'on ouvre certains cercles à des acteurs qui longtemps ont été considérés comme des acteurs subalternes du système international. Il faut savoir quand même que au regard de la configuration géopolitique, l'Afrique et d'autres pays du Sud global ont souvent été vus comme la périphérie. Mais vous savez que en relations internationales, le statut des États n'est pas figé. Status is not static. La position d'un État évolue avec le temps selon sa situation économique, selon sa capacité à exercer de l'influence sur les grands enjeux. Et donc, je me réjouis de voir que des pays africains sont de plus en plus visibles. Mais il faut une visibilité effective où on donne de la place et de la reconnaissance à ce que ces pays peuvent apporter dans la fabrique d'une nouvelle gouvernance mondiale. Et en restant sur les BRICS, peut-être que ces alliances aussi se créent pour essayer de réduire la dépendance de l'Afrique aux institutions financières traditionnelles. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Est-ce que les BRICS sont une alternative crédible?
Écoutez, je pense que la question de l'accès au financement pour soutenir les projets de développement est une question importante pour l'Afrique et avoir la possibilité de collaborer avec des partenaires divers et variés, c'est toujours positif. Cela permet pour un État de faire les choix les plus pertinents et surtout de faire les choix qui correspondent au mieux à ses intérêts. Donc, les nouvelles institutions qui se mettent en place pour financer le développement me semblent des alternatives positives. Mais je crois que ce qui est un vrai enjeu pour nos pays, c'est la question de la gouvernance. La gouvernance entendue de manière très holistique, c'est-à-dire la capacité à utiliser de façon efficiente les ressources dont nos pays disposent pour engager des changements, pour soutenir des politiques publiques efficaces au bénéfice des populations, parce que c'est l'objectif premier que chaque État doit viser, s'engager pour créer les conditions optimales pour ces populations. Super. Et on va toujours rester dans les alliances en parlant de l'Alliance politique africaine, l'APA. L'APA commence à s'imposer comme une plateforme panafricaine originale. Selon vous, quelle est sa valeur ajoutée dans le paysage institutionnel africain? J'ai eu beaucoup de plaisir à participer aux discussions de l'Alliance politique africaine et je crois que c'est une plateforme informelle qui a le mérite de favoriser un dialogue ouvert, décomplexé, qui permet de stimuler des échanges avec vraiment l'idée de garder la porte ouverte à tous pour parler. J'étais particulièrement heureux de voir que l'APA a impliqué les représentants de différents pays africains, y compris de l'espace ouest africain, pour leur donner l'occasion d'échanger avec les pairs. Vous savez que dans notre sous-région ouest africaine, il y a certains pays qui ont décidé de s'organiser différemment. Mais j'ai trouvé très positif que ces pays aient été conviés pour dialoguer et les échanges ont été très francs, ouverts, stimulants et je voudrais féliciter une fois encore le ministre des Affaires étrangères du Togo de soutenir, d'encourager cet espace de dialogue avec tous les pays africains. Et je vois dans l'APA une initiative très porteuse pour permettre de trouver des façons très concrètes d'avancer ensemble sur le continent avec moins de formalisme comme on pourrait le voir dans d'autres enceintes continentales. Quand on parle initiative porteuse, est-ce qu'on peut dire que vous pensez qu'elle peut jouer un rôle stratégique dans l'harmonisation des politiques étrangères africaines face aux grandes puissances mondiales, par exemple? En tout cas, l'APA peut permettre de discuter de façon ouverte et de l'échange. On peut créer des initiatives toujours positives. Mais vous savez, la politique étrangère d'un État est d'abord et avant tout du domaine réservé de ses élites. Ce qui est intéressant pour les pays africains, ce n'est pas tant d'harmoniser des politiques étrangères, mais c'est plutôt de trouver des espaces de convergence, de mutualisation. C'est un peu cette idée d'identifier les dénominateurs communs qui permettraient aux pays africains ensemble de faire avancer des intérêts partagés. Et en cela, je vois l'APA comme une plateforme privilégiée pour favoriser ce type de dialogue orienté vers l'action, bien entendu.
Intéressant. Et professeur, en tant qu'expert des relations internationales, quelles sont vos recommandations pour que l'Afrique consolide sa place dans la gouvernance mondiale? Vous savez, avoir la possibilité d'influencer la fabrique d'une gouvernance mondiale suppose d'être un acteur légitime qui offre sa vision sur les grands enjeux qui se discutent, les questions de changement climatique, les questions de la dette, par exemple, les questions d'un multilatéralisme plus inclusif, les questions de santé globale. Mais pour cela, il faut que les États africains soient bien outillés et se donnent les moyens de leurs ambitions. Et cela me permet d'insister sur d'abord l'importance de la formation des professionnels dans les champs liés à la diplomatie, l'importance aussi de la valorisation des savoirs qui sont produits sur le continent par des Africains et des Africaines, et aussi l'importance de pouvoir engager un dialogue avec les autres acteurs du système international qui se pluralisent. Mais je crois beaucoup que pour l'Afrique, la carte de jouer le panafricanisme ou une approche concertée est l'option la plus efficiente pour peser sur les choix, les décisions, les discussions en cours au niveau de la gouvernance globale. Merci, professeur. J'ai une petite dernière question. Quel est votre espoir, votre souhait pour l'Afrique dans 20 ans? Vous savez que l'Afrique est un continent qui a une jeunesse riche, vibrante, créative, une jeunesse avec plein d'énergie. Et mon espoir, c'est que dans 20 ans, les jeunes Africains s'épanouissent dans leur pays, sur leur continent, voient qu'il y a de l'espoir, croient dans leurs élites, croient dans leurs institutions et trouvent leur bonheur, leur joie d'être citoyennes et citoyens africains sur le continent africain, car au fond, les appels des sirènes d'aller ailleurs, y compris en utilisant des chemins de traverse, des chemins périlleux, ce n'est pas nécessairement l'Eldorado de l'autre côté. Donc, je rêve d'une Afrique où les jeunes Africaines et Africains sont bien sur le continent, sont bien formés, ont des perspectives, croient dans leurs élites et se projettent avec sérénité vers un monde de partage, un monde d'ouverture. Mais je clarifie bien mon point, l'idée n'est pas de se fermer, l'idée est de savoir apprécier ce beau continent et de trouver non pas de la désespérance, mais de pouvoir se projeter et de s'y plaire en tant que jeune. Et ainsi, l'Afrique sera le continent de l'avenir, si ce n'est déjà que l'Afrique est le continent aujourd'hui de l'avenir. Merci, professeur De Gila, de nous avoir accordé votre temps. Merci pour votre invitation. Un grand plaisir d'avoir cet échange avec vous sur le thème de la PAD, la 3e conférence de l'Alliance politique africaine qui a lieu à Lomé, sous le thème « L'Afrique dans un monde en mutation, enjeux de repositionnement stratégique et diplomatique ». Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre invitation et je me réjouis de revenir ici à Lomé en décembre pour le 9e congrès panafricain. Okay. Ça sera toujours un honneur pour nous de vous recevoir dans le podcast. Merci pour votre invitation.